Est-ce que le conte du petit chaperon rouge, que j'ai pu écouter en boucle sur un 45 tours, très jeune, dès l'âge de 5 ans, m'a apporté quelque chose? Il y a énormément de contes qui sont de nature féminicidaire, c'est-à-dire qui mettent en scène de manière plus ou moins fantasmée, fantasmatique, des meurtres de femmes. En l'occurrence, beaucoup, enfin je ne suis pas le seul, ont lu Le Petit Chaperon Rouge comme le meurtre d'une fillette. C'est un viol-meurtre symboliquement. Et d'ailleurs, c'est un loup qui a tous les attributs de la virilité, enfin de la survirilité classique, avec la pilosité faciale. Elle lui demande, enfin la petite fille lui demande à plusieurs reprises si vraiment les membres de ce corps lui appartiennent, et elle souligne leur longueur. Donc vous aurez deviné le sous-entendu érotique qu'il y a là. Et oui, ça fait partie de notre fond culturel, mais d'une certaine manière, tout dépend de la manière dont on le lit. Ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup d'écrivaines au XXe siècle qui ont réécrit des contes d'une autre manière, soit pour s'en moquer, soit pour les réinventer de manière ironique, féministe. Ça, c'est notre fond culturel. Et encore une fois, mon livre, il n'est pas là pour jeter à la poubelle des millénaires de culture, mais pour nous inciter à les revoir, à les repenser, à les goûter d'une autre manière. Et c'est ça peut-être qui nous permettra de créer autrement et de vivre à nouveau ensemble. Allez-y, madame. Oui, vous aviez levé la main. Ouais, voilà. La femme est présentée comme diabolique par l'Église, la femme est porteuse de vie, et dès que la femme a un peu de pouvoir, les hommes ont peur et se regroupent. Est-ce que ça a à voir avec la culture du féminicide? Oui, bien sûr, ça fait partie d'un entourage, d'une enveloppe socio-historique, bien sûr. On peut dire de manière générale qu'un féminicide, c'est un crime de possession, c'est un crime de propriété. Ça se voit dans une sous-catégorie des féminicides, qui sont les féminicides conjugaux. Aujourd'hui, on dit féminicide et on pense féminicide conjugaux. Mais en fait, ce n'est qu'une sous-catégorie, comme j'ai essayé de le montrer tout au long de cette rencontre. Donc, les féminicides conjugaux fonctionnent selon un schéma quasiment identique et qui se perpétue siècle après siècle. C'est, en gros, elle veut le quitter, il la tue. Donc, au moment où la femme prend ou reprend sa liberté de mouvement, liberté amoureuse, liberté professionnelle, etc., un homme, son conjoint, ne le supportant pas, la tue. Et ça, c'est la définition d'un crime de possession, comme si, rétroactivement, ça révélait le secret de ce couple. Comme si, en fait, l'homme avait, depuis le début, le sentiment que sa femme lui appartenait, physiquement, moralement. Et puis quand, tout à coup, elle s'en va, le voile est déchiré, et ça fait une telle destruction psychologique du conjoint ou de l'ex-conjoint qui passe à l'acte par la mise à mort. Et de manière encore plus générale, je dirais que la culture du féminicide vient exaucer le rêve de tout misogyne qui est de se débarrasser des femmes. Enfin se débarrasser des femmes. Et la culture du féminicide vient justifier, en associant avec des formes de spectacle, de réjouissance, vient associer le meurtre au fantasme d'une société sans femmes. Et ça vient le justifier. J'ai essayé de montrer à travers un certain nombre d'exemples que ces œuvres permettaient fantasmatiquement de se débarrasser des femmes tout en justifiant le fait qu'il était licite, loisible, de s'en débarrasser. C'est pas la faute des hommes en fait, c'est la faute des femmes elles-mêmes qui ont été trop émancipées. Merci Yvan Jablonka, merci à vous pour votre écoute. Malheureusement, on doit stopper la notre rencontre.